que t'as prévu là en ski roue? 1 heure pour complémenter la muscu, un peu de vitesse, un peu de tir. À être posé, mais ça c'est souvent ici parce que tu sais le petit pas de tir montant, j'ai du mal à être vraiment. D'accord. Ouais, fini la visée, peut-être plus péchu sur la fin de visée. Ouais. C'est vivant, c'est bien, continue à être vivant comme ça, c'est bien aussi. Quand je l'observe faire, il y a aussi l'œil du connaisseur de biathlon qui perçoit le geste. Donc c'est toujours un aller-retour entre papa et professionnel. Voilà. Moi ça reste un grand plaisir, c'est fou de passer la cara à son gamin, puis s'éclate dans ce qu'il fait, puis pouvoir partager ce moment-là, c'est vraiment, vraiment génial. Ouais. C'est une défaite. 4 sur 5. Ça passe pas. C'est dur. Le travail est là, mais le résultat y est pas. Donc c'est dur. Souvent comme ça, en semaine de repos à la maison, parce que le corps il perd un peu le rythme et ça devient dur. Donc voilà. Suite de la journée. Suite de la journée, on va manger. Petite surprise. Ouais, essayez de pas foirer la pizza. Je pense qu'on va se régaler. On a pris les bons trucs là. Allez. Bon, elle est pas très verte la pizza, mais ouais bon. Vert, c'est pas pour la pizza. Bon Eric, la pizza est dans le four, tu vas quand même aller nous montrer ta petite bibliothèque. Oh, faut que je montre la bibliothèque. Bah non, mais j'ai cru voir quand même petite photo d'enfant avec le petit frère. C'est ça. Et puis en dessous il y a le début. On espère que c'est que le début quoi. C'est vrai que j'y mets parce que je sais pas trop quoi mettre dans les armoires, donc je meuble comme je peux. J'ai un peu rien, c'est un peu vide d'ailleurs. Donc s'il y en a qui ont des conseils déco. Bah, je suis preneur parce que c'est un peu vide comme vous pouvez le voir un peu partout. Il y a quand même. Donc faut meubler quoi. Un grand drapeau là-bas. C'est mon pays aussi et c'est vrai que voilà, je cours pour la France en biathlon, mais la Norvège c'est un pays que j'adore, que je représente pas à travers le sport. Voilà, je l'ai à la maison du coup un peu en mode caché. Salut mamie. Ça va? Bonjour à toi. Bonjour. Donc c'est ici qu'il venait il n'y a pas si longtemps encore courir en culotte courte quoi. C'est ça. Oui. Maintenant c'est Enzo le Voilà, maintenant c'est son petit cousin là. Allez, hop là. Voilà. La moto de l'époque. Eric ne lâchait rien du tout. Eric était joueur. Il m'a gagné? Pas forcément, c'était juste on était entre cousins. Peut-être il aimait pas perdre. Ouais, c'est peut-être ça. Il est tout petit, où on allait chercher les amandes à la parcelle juste là-bas où il y a les amandiers. Et puis après, je m'entraîne souvent dans le coin. Parce que voilà, c'est au soleil, il y a la vue, il y a quand même tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'adore quand même venir là. En général, c'est quand même toujours un coin un peu tranquille pour les séances de l'après-midi, soit en vélo, soit à pied. Donc j'aime bien me balader là. Sur les sentiers du versant du soleil. Ouais, c'est beau, hein? Là, on y arrive. On va voir si la récolte est bonne. Donc voilà. Dedans il y a la noix, toute neuve, toute jeune. Hop. Non, on va pas faire une cheville, allez. T'inquiète, mamie, regarde, je monte un petit peu, je vais leur montrer que c'est ça comme jardin. Voilà. Voilà, comme quand il était petit. Alors là, attention la caméra, si tu suis. Mais bon, je pense que là, c'est plutôt la fin.
Presque la fin. Ouais, plus rien. Hop. Journée pas terminée, on a fait une petite récolte et puis aller goûter un petit coup à la maison. On a toujours été ensemble depuis le club, le collège et le lycée. Steve, l'hiver, on fait souvent des séances d'intensité ensemble et tout, de se retirer la bourse. C'est cool un peu. Oh, oh. Mais non mais c'est que c'était chaud. Non mais c'est la poêle. La poêle était chaude, trop chaude. J'avais pas vu et. Quel escroc! Mais dedans c'est bon dedans. Il faisait des câlins à ses copines. Il faisait pas les embrasseurs, c'est dire il faisait des câlins. Ça balance. Ça balance fort. C'est gratuit. Eric a attaqué à grandir fin de seconde, première. Donc jusque-là, il était plutôt derrière. Mais par contre, un ski exceptionnel, appliqué comme jamais. Ça permet à mes jeunes, et notamment les tout petits, moi j'ai plutôt des petits gabarits, de se dire voilà, la croissance arrive plus ou moins tard sur les personnes, la génétique elle est comme ça. Donc on voit, il a grandi, il faut qu'il s'épaississe un peu, mais c'est bien en tout cas, c'est un bel exemple. On a un petit club, donc c'est cool. C'est chaud. Encore une heure, je pense, hockey et foot. Et puis après manger. Encore manger. Et puis dodo. Voilà, ce sera une bonne journée de finir à la maison. Merci Eric. Et puis on se retrouve cet hiver. Merci infiniment à Eric Perrault pour ce reportage magnifique. Tanguy et Pierre, découvrir l'univers d'Eric Perrault, c'est découvrir un univers enchanté. On comprend pourquoi il dégage. Tanguy, pour votre témoignage avant sa première Mastart, on le rappelle, hein, c'est un moment fort pour lui aujourd'hui. Il dégage exactement sur le circuit ce qu'on a vu dans le reportage. Bah, cette journée avec Eric Perrault, c'est aussi une plongée dans le monde du biathlon français avec son père qui était coéquipier de Raphaël Poiré. C'est plongé dans une famille impliquée dans le ski de fond, impliquée dans la vie associative, dans le club de biathlon local. C'est aussi une plongée au cœur d'une vallée où poussent les champions. Dans le reportage, on voit Gianni Giacchino, qui est le neveu de Jean-Paul Giacchino. À Pézet, là-haut, il y a aussi Justine Brezaz qui vient s'entraîner et qui habite de l'autre côté de la vallée, juste en face de chez Eric Perrault. Donc on est vraiment au cœur de ce qui se fait de mieux pour devenir un beau champion de biathlon. Alexis n'est pas d'accord. Parce qu'il y a eu un résultat que j'étais content, mais sur la course, je me suis pas fait beaucoup plaisir. Ça, c'était pour 2019. Et aujourd'hui, Antonin, on le retrouve encore avec Tanguy pour son ambition. Ce qu'il veut, Antonin, c'est très simple, gagner. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas vraiment de limite. Hein. Si tout le monde rate un peu des balles et que moi, j'en rate pas, peut-être qu'un jour, à Mireio, tu as gagné la course, il faut aller sur le sommet du podium. Et j'irai avec plaisir. Après, il faut se rendre compte que c'est difficile et il faut vraiment que tout s'aligne. Mais là, je suis en bonne forme. Il y a des leaders qui sont pas là. Mais ça m'ennuierait de gagner si tu gagnes devant Johannes Beu ou si tu gagnes parce qu'il est pas là, c'est quand même pas la même victoire. Mais il peut gagner, c'est son objectif. Tanguy, votre petit témoignage rapidement là-dessus, sur cette ambition d'Antonin, on sent. La suite de ce grand dimanche de biathlon, après 3 Françaises présentes dans la cérémonie des fleurs, eh bien on espère que nos Français vont aussi bien se comporter sur la Mastart Homme qui va démarrer dans quelques instants. C'est l'avant-dernière Mastart de la saison. Anne-Sophie, Alexis, les conditions sont idéales à Östersund pour profiter d'une très grande course. Une grande course avec des grands noms, mais Saoud, on dit souvent que c'est la course des rois et on a beaucoup regretté depuis le début de cette semaine les forfaits de Quentin Fillon-Maillet, de Johannes et de Tarjei Bø, et également l'absence d'Emilien Jacquelin qui lui a décidé de ne pas participer à cette fin de saison pour mieux se préparer pour la suivante. On le lui souhaite en tout cas, mais il y a des noms qu'on retrouve.
Celui-ci par exemple qui fait une petite blague là, lui qui a été positif au Covid à Nové Miesto et qui est donc de retour. Il a l'air en forme, en tout cas pour faire semblant de tousser dans sa main devant les caméras. À ses côtés son coéquipier Vetle Christiansen, mais ça va être une des inconnues, hein, Alexis, clairement de cette course, savoir dans quel état de forme se trouve Sturla Lægreid. C'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec lui. Bon, il doit aussi être présent pour bien se donner un peu de marge sur cette fin de saison face à Christiansen et bien rester deuxième en marquant quelques points quoi qu'il arrive aujourd'hui. Alors pour que ce soit intéressant, il faut être au moins dans les 10 premiers, sinon ça marque quand même beaucoup moins de points après quand on est aux alentours de la 15-20e place. Mais oui, globalement ça fait quand même plaisir de le voir de retour sur la Lægreid. On se dit que ce genre de biathlète quand il revient en général c'est pas pour rien. Et on l'a dit dans l'avant-course, ça risque aussi de se jouer avec un 19 ou un 20 sur 20, il en est capable. Bénédicte Doll qu'on a vu il y a quelques instants l'a réussi le 20 sur 20 en début de semaine. Jeudi, il a remporté l'individuel à la faveur d'un tir parfait. Ouais, l'homme fort du week-end, il est là tout de suite devant. Christiansen, il a fait forte impression sur les skis pendant le relais. Il va peut-être essayer de faire mal à tout le monde d'entrée. En tout cas, il est parti très vite. Ça correspond bien à ses qualités explosives. Maintenant, à voir s'il continue ça sur toute la boucle ou si c'était juste pour se placer. Les 30 meilleurs du moment sont là et parmi eux, il y a donc des Norvégiens malgré l'absence des leaders norvégiens. Parce qu'en plus de Sturla Lægreid dont on a parlé, Vetle Christiansen, il y a également Johannes Dahle et puis deux autres Norvégiens qui ont réussi à se qualifier puisqu'ils font partie des meilleurs de la semaine. Alexander Andersen et Endre Stromsheim. Lui aussi s'est qualifié grâce à ses quotas des meilleurs de la semaine. Eric Perrault, après sa très belle 6e place sur l'individuel, participe à la toute première Mastart de sa carrière. Il porte aujourd'hui le dossard 26, Fabien Claude a le 7, Antonin Guigona le 13. C'est parti assez fort devant, ça se regarde pas. Christiansen et Sturla emmènent vraiment un bon rythme. Et c'est pas facile quand on est derrière là-bas, le ressort se tend, se détend. Ce qui est pas mal justement ce qu'est en train de faire Eric, parce que vous l'avez vu, il s'est bien replacé. Lui qui a le dossard 26, il a déjà doublé environ 10 biathlètes. Il est aux alentours de la 20e place. Ça c'est parfait pour justement subir le moins possible ces accélérations et ces ralentissements en fonction des périodes, des parties sur lesquelles on arrive. Ah, ça, je suis quand même surpris là par la vitesse dans ce premier tour. Parfois ça a tendance à se regarder un peu, il n'y a personne qui veut prendre la course à son compte. Là clairement Christiansen il a pris les commandes. On voit un dossard distinctif dans cette course, le dossard numéro 8. Nouveau leader de ce classement du meilleur jeune. Jusqu'à présent, il se le disputait avec Niklas Hardweg, mais Tommaso Giacomel a décroché le premier podium de sa carrière sur l'individuel, ce qui lui permet de décrocher ce dossard bleu. C'est le seul dossard distinctif du jour, puisque le jaune et le rouge reviennent à Johannes Bö. Mais attention, si Johannes Bö est assuré de décrocher le globe de cristal à l'issue de cette saison, il n'est pas assuré de décrocher le globe de la Mastart. Il pourra en être empêché par l'homme qui est en train de s'échapper, Vetle Christiansen. Ouais, il fait des dégâts, surtout que vous la découvrez cette piste, c'est intéressant. On est sur la piste de 3 km, c'est une piste qui est assez difficile. Elle ressemble à la piste qu'on utilise pour le sprint ou pour l'individuel ici à Östersund. C'est une piste où on descend dans le trou. On appelle le trou l'endroit où ils ont leur grosse carrière à neige, où ils stockent la neige d'une année sur l'autre. À la fin de la saison, ils vont récupérer la neige là qui a sous les skis des biathlètes. Ils vont la stocker pour pouvoir la réutiliser si besoin l'année prochaine. Et on va donc dans un trou. Au froid, ça permet encore mieux de conserver justement cette neige. Mais forcément, si on descend dans un trou, après il faut remonter. Donc on a vu, il y avait une belle descente assez engagée. On va très vite. Il y a un virage en direction de la droite qu'il faut bien maîtriser si on se termine dans les filets. Et puis derrière, on a une montée qui est beaucoup plus longue. On se rappelle de la piste qu'utilisaient les filles tout à l'heure. Et ben, l'arrivée de la gauche, vous allez voir, c'est la piste également qu'on utilisait hier pendant le relais. Voilà, on arrivait de la gauche là, à ce moment-là. Alors que là, on arrive du bas. Ça vous multiplie par 3 quasiment la montée par rapport à ce que faisaient les filles tout à l'heure.
Endroit stratégique pour les coachs de chaque équipe, pour les staffs. Regardez, ils sont à droite de votre écran. Sans doute pas beaucoup d'indications à donner dès ce premier passage, mais ensuite ce sera précieux entre deux tirs couchés notamment pour peut-être rectifier le moindre clic, même si la situation sur le pas de tir est toujours aussi calme. On va pouvoir le constater dans quelques instants au moment où ces 30-là s'installeront pour leur premier des 4 tirs, 2 couchés et 2 debout au programme de cette Mastart du jour. Oui, tout à l'heure, on se rappelle pour la course des filles, le deuxième passage sur le tir couché avait fait des dégâts, ça avait été surprenant. On verra si c'est la même chose pour les hommes. Ce coup-là, petit soleil couchant, par contre, ça va être sympa. Je pense en termes de paysage pour les biathlètes, même s'ils n'auront pas trop le temps de le regarder. Et au niveau des écarts, c'est quand même pas anodin d'être entre le premier ou dernier du groupe. Le dernier du groupe, il passe à 12 secondes. Quand on sait à quel point c'est difficile en ski de fond de gagner ne serait-ce que 2 ou 3 secondes, quand vous êtes déjà là-bas tout au fond à 10 secondes, pour les récupérer, celle-ci, il va falloir travailler fort. Martine Ponsiluoma à domicile est bien à son avantage. Martine Ponsiluoma qui est vice-champion du monde en titre de cette Mastart, après avoir terminé 2e à Oborov, et également vice-champion olympique de ce format. C'était la saison dernière du côté de Pékin. Attention à ce garçon-là qui peut créer la sensation. Il fait plutôt une bonne semaine. 10 sur 10 hier sur le relais. Malheureusement, les Suédois ont terminé au pied du podium 4e et puis 8e quand même avec son 18 sur 20. C'est cet en début de semaine sur l'individuel. Et puis on le sait, Sébastien Samuelsson est absent puisque lui aussi a contracté le Covid. Donc Martine Ponsiluoma fait office de leader pour son équipe à domicile. Comme tout à l'heure pour les filles, ce virage qui coince. C'est plutôt bien passé pour tout le monde. On vient de passer les 2,5 km de course. 5 minutes 21 le chrono pour faire justement ces 2,5 km pour ceux qui aiment bien les stats. Christiansen toujours en tête devant Ponsiluoma. Les 2 plus rapides et même les 3 plus rapides sont devant. Johannes Dalle 3e. Sturla est là aussi. Giacomel, Rys, Fabien Claude. Les gros noms pour l'instant aux avant-postes. Allez, on arrive dans le stade pour le premier tir qui se fera dans des conditions idéales, pas de vent sur ce pas de tir. Monto qui montre à tout le monde à quel point il glisse bien. Il est allé en chose jusqu'au pas de tir quasiment le français. Le rituel de Vetle Christiansen qui s'essuie les yeux. S'installe sur le tapis numéro 2. L'Allemand qui est engagé à suivre, il tire vite actuellement. Et il tire bien, il fait partie des meilleurs tireurs du circuit. Il va pouvoir ressortir le premier, en tout cas se relever le premier avec un autre Allemand, Johannes Kuhn. C'est bien fait pour Johannes Dalle, Roman Rys, Benedikt Doll, Vetle Christiansen et Sturla Lægreid. Les favoris répondent présents, alors qu'Antonin Guigona malheureusement va laisser ce bon wagon partir en allant sur la note pénalité. J'ai pas vu le tir d'Eric. 5 sur 5. C'est parfait, très bien, il est là. Il va pouvoir ressortir lui aussi. Ouais, bah de toute façon on s'y attendait, hein. Quasiment tout le monde a sans faute. Ils sont 21 à être passés avec un sans faute déjà. Ils sont 30 au départ de la course. On va compter ceux qui n'ont pas réussi à le faire. Donc ils seront 9 a priori. Ponsiluoma, Stadler, Hardweg, Zobel, Giacomel, Neilin, Antonin et Iden Salo, le finlandais, ressortent avec un tour de pénalité. Il en reste un à sortir, qui a dû en avoir un peu plus. Cette balle, elle était perdue en haut à gauche pour Ponsiluoma. Ouais, quel score, hein, quand même, là, la sortie de ce tir. 21 biathlètes, donc avec un sans faute. Et on le sait, tout à l'heure, ils sont prévenus, les garçons. Les 2 premières places se sont jouées à 20 sur 20. Et Dorothée Avireur et Lou Jean Monod
ont créé la sensation avec ce tir parfait pour s'emparer des 2 premières places. Victoire de l'Italienne devant la Française. Julia Simon, on vous le rappelle, avec une 3e place, a encore augmenté son matelas pour le classement général. Pour le Globe de Cristal, on suivra le Money Time de cette saison dès jeudi prochain. Notez l'horaire, 13h40 pour la toute dernière étape. On ouvrira cette dernière étape avec un sprint masculin à Oslo. Il est en forme, notre ami Christiansen, là. Il était ressorti 4e à 2,3 secondes de Strelov, de ce pas de tir à l'issue de ce premier tir, ce tir couché. Et vous l'avez vu, il est déjà en train d'accélérer. Il s'est retenu, j'ai l'impression, dans le premier tour. Il avait envie d'en mettre, mais il a pas réussi à prendre l'avantage. Là, il a clairement fait la seule. On verra si ça porte ses fruits un peu plus tard dans la course, mais la bonne sensation de ce qu'on avait vu hier, hein, que c'était lui le plus fort sur les skis, semble se confirmer. Ponsiluoma était à peu près à son niveau, mais Ponsiluoma a tourné une fois. Donc il essaye de faire la diff dans ce tour. Éric Perrault, Fabien viennent de passer. Florent, à l'image, Florent qu'on a suivi en caméra embarquée justement cette semaine. C'est intéressant aussi de voir comment il fonctionne dans cette équipe belge. C'est Fabien désormais qui passe devant. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de revenir sur Christiansen? À voir. Est-ce qu'ils sont en mesure surtout d'aller chercher Vetle Christiansen? La réponse est oui, sur un effort très court. Mais on le rappelle, il y a 15 km à tenir quand même aujourd'hui. Oui, c'est ça un petit peu la question. Là, c'est sûr que s'il y en a un qui décide d'aller à fond pour essayer de revenir sur Christiansen, on est en début de course normalement. Il y en a pas mal qui peuvent réussir à le faire. Par contre, c'est une fois qu'on a fait cet effort et qu'on s'est mis à fond pour essayer de revenir sur lui, derrière, comment le corps va réagir? Est-ce qu'on va toujours être capable de tenir les kilomètres qu'il reste? Là, on va passer à l'intermédiaire des 4,5 km. On fait 15 bornes, donc il restera encore 10 km et demi. C'est sûr que c'est un effort qui se gère. Et par contre, Ponsiluoma, lui, se pose pas la question derrière. Il est en train d'essayer de revenir. Il avait un retard de 20 secondes à combler pour essayer de revenir sur Strelov, qui était sorti en tête à ce moment-là. Seul en tête, Vetle Christiansen. 5 biathlètes, 6 maintenant avec Bénédicte Doll, certainement parce que c'est une stat qu'on avait en début de semaine, ont réussi à s'imposer cette saison. Parmi eux, on a bien sûr sur la Laigred, Johannes Bö, Johannes Dahle également, le Norvégien, a réussi à remporter une mass start. C'était du côté d'Annecy, le Grand Bornand, en début de saison. Mais Vetle Christiansen, lui, il n'a pas gagné cette saison. Alors il compte des podiums, bien sûr, des podiums sur des mass start, notamment celle de Rupp. Mais aucune victoire. Elle lui tend les bras aujourd'hui. Il semble clairement un ton au-dessus des autres. En fait, pour bien comprendre, quand on est plus fort que les autres en ski, en biathlon, c'est un peu comme si on avait un atout magique, la carte magique dans le jeu. Et par contre, cette carte, il faut l'utiliser au bon moment. Le problème, c'est que plus la course va avancer, si je garde cette carte trop longtemps dans mon jeu, si ça se trouve, je pourrais jamais la jouer. Et c'est peut-être bien ce qu'est en train de se dire Christiansen. Il se sent plus fort. Et alors, il l'a pas trop utilisé dans le premier tour parce qu'il s'est dit, si je rate une balle sur le premier coucher, je vais m'en servir pour revenir dans le deuxième tour. C'est ce qu'est en train de faire Ponsiluoma, par exemple. Par contre, là, s'il attend qu'il reste avec les autres et que le coup d'après, il se prend une ou deux erreurs, la course ayant déjà bien avancé, il aura peut-être plus assez de temps d'ici la fin de celle-ci pour combler son écart et profiter en totalité de sa carte. Donc là, il la joue à l'envers. Il dit, plutôt que d'attendre, je vais utiliser tout de suite mon truc, prendre de l'avance, et ça me servira peut-être si je rate des balles. Ah, super ce plan qui nous permet de nous apprécier, d'apprécier le mouvement des skis de chaque biathlète dans ces virages. Avec ce petit pas qui permet de parfaitement gérer le virage. Alors l'écart et la marge, surtout l'avance de Vetle Christiansen par rapport à l'autre groupe toujours emmené par Fabien Claude, qui n'a pris aucun relais et qui est toujours aux avant-postes. On voit également qu'Éric Perrault est très en forme. Il s'est décalé sur le côté avant de rentrer dans les skis de Fabien. Ouais, il s'est bien replacé juste avant ce virage qui ferme là pour profiter d'une belle relance. On a vu Louis Deschamps qui s'est décalé juste avant qu'il se passe sur l'intermédiaire avec la plaquette justement pour informer Eric, alors qu'il a dû se passer quelque chose. Je vous le disais, ce virage il peut être parfois dangereux. C'était le virage qu'on avait étudié. Ça, c'est Antonin. Alors là, c'est surprenant par contre de voir qu'Antonin tombait. J'ai l'impression qu'en plus malheureusement il a cassé un bâton ou la carabine. Mais ouais, Antonin qu'on annonce souvent comme un bon descendeur, malheureusement là c'est lui qui s'est fait avoir. Petite faute d'intérieur, j'ai l'impression, sur sa position de quart.
Ce virage, je vous en parlais pendant la course des filles, il y a 2 endroits, on l'a vu, virage qu'on vient de voir à l'instant, et le deuxième virage dont je parlais tout à l'heure. On arrive avec des vitesses très élevées, si on pose mal son ski, on finit par terre malheureusement. Bâton cassé pour Antonin Guigona. L'information nous remonte depuis Östersund avec nos envoyés spéciaux Tanguy Kéroas et Pierre Esquer. Est-ce qu'il a abîmé sa carabine? C'est ce qu'on va pouvoir suivre sur le tir. On l'espère pas pour Antonin Guigona. Pour l'instant, 2 autres tricolores vont pouvoir s'installer au tapis 2 et 3. Fabien Claude et Éric Perrault. Christiansen qui va pouvoir ressortir tranquillement avec toujours de la marge. Est-ce que les Allemands répondent toujours présents? Oui, c'est le cas. Mais pas les Français. Éric Perrault et Fabien Claude vont aller sur l'anneau de pénalité. Johannes Dalle, lui aussi, va pouvoir repartir, tout comme Michal Krachmar. Martin Pötzilo-Oma va se replacer avec cette erreur sur son premier tir. Ouais, c'est dommage là de partir à la faute maintenant. Les tirs avaient pourtant bien commencé, donc ça devait être plutôt bien au niveau des réglages. Et malheureusement, avec ce tour de pénalité, ils vont sortir un peu de la course au podium, alors qu'on va suivre ce qui se passe pour Antonin. Donc Antonin, presque on voyait sur les images, il y a des choses de sa carabine qui se sont cassées, certainement ses béquets, sa plaque de couche. C'est ce qu'on voit tout au fond. Il est en train d'utiliser la carabine de réserve. On a vu qu'il y avait eu un changement de carabine. On va voir, son tir n'a pas encore commencé, vous le voyez, on a pour l'instant son drapeau, son nom qui est renseigné. On vous donnera son score si on ne l'aperçoit pas. Et c'est jamais évident de toute façon d'utiliser la carabine de réserve. On doit tout faire dans l'urgence. Carabine de réserve, on le précise, Alexis, qui est disponible pour chacun des biathlètes. Mais sur cette carabine de réserve, il y a des indications. Antonin Guigona sait comment il doit s'y prendre pour la régler pour lui, plus que pour Éric Perrault ou Fabien Claude. Bah déjà, ça dépend comment elle a été réglée aujourd'hui, par rapport à qui. Normalement, c'est toujours le même qui la règle, comme ça après on peut re-régler, parce que personne n'a la même façon de viser. Donc on peut re-régler par rapport à celui qui l'a réglé. Mais là, on voit que ça a été compliqué de l'utiliser pour Antonin. Malheureusement, il ira faire 4 tours. Cette course va servir un peu à rien pour lui, malheureusement, à cause de cette petite chute qui a des dégâts importantes. C'est ce qu'on disait justement, on parlait de Julia et tout ça, c'est ça qu'on redoute clairement sur cette l'erreur. C'est pour ceux qui jouent le général et qui n'ont pas le droit à l'erreur, c'est ce genre d'accidents qui sont des accidents qu'on peut jamais prévoir de toute façon. Et là clairement c'est Antonin qui... il va peut-être arrêter la course même, puisqu'on voit Antonin Guigona qui se met sur le côté et qui est en train de discuter. Il n'y a pas d'intérêt pour lui clairement à la terminer celle-ci. Il y a une carabine qu'il n'arrive pas à utiliser correctement. Il a forcément de la déception, lui qui devait avoir de gros espoirs sur celle-ci. Puis il reste quand même la semaine prochaine, donc autant économiser quelques forces. Même si bien sûr il aurait préféré aller au bout. Et pour l'instant sur cette course, il nous reste donc 2 Français qui sont ressortis avec une trentaine de secondes de retard sur la tête. Fabien Claude et Éric Perrault sont tous les deux à 9 sur 10. Christiansen, il fait un festival actuellement. Alors derrière, c'est Sturla qui était ressorti 2e. Johannes Kuhn 3e, Michal Krachmar 4e, Bénédicte Doll 5e. Tout le monde est à 10 sur 10 actuellement jusqu'au 7e, jusqu'au 8e même de Rastor Gouyev. Pötzilo-Oma, lui qui est à 9 sur 10, a réussi à se placer dans le groupe des 10 sur 10. Bel effort du Suédois, il faut encore se méfier de lui. Pour l'instant, c'est le seul sur les skis à faire jeu égal avec Christiansen. Et les Français sont partis à la faute une fois, clairement. Ils ne vont plus faire d'erreur. Et voir si d'ici le dernier tir, quelques opportunités se présentent. On a 2-3 clients devant, 2-3 gars qui sont bien capables d'aller le chercher ce 20 sur 20. Malgré ce groupe qui s'est assez écrémé et qui contient quand même encore quelques surprises peut-être. Je pense au Dossardis de Michal Krachmar, très en vue hier sur le relais. Alors ces nations n'a terminé que 11e, mais on se souvient de sa rapidité sur la piste et également ses bons tirs à 10 sur 10. Michal Krachmar est à gauche là dans le groupe de poursuivants avec les Christiansen.
Oui, Michel Krajmar, c'est pas n'importe qui, c'est le leader de l'équipe tchèque depuis plusieurs années. C'est un gars qui a un vrai beau palmarès et qui est capable, au même titre que plein de biathlètes qui sont autour de lui, d'aller tout à fait chercher le podium aujourd'hui. Alors on va guetter justement le passage des Français. Une fois que tous les Allemands seront passés, là ça s'empile pour les Allemands. 9e, 10e, 11e, 12e. Maintenant, on guette les combinaisons rouge et bleu. C'est Eric qui va passer. C'est surprenant parce que Fabien était devant lui à la sortie du tir. Et il n'arrive pas à tenir Eric apparemment. Fabien, il avait 3 secondes d'avance à la sortie du pas de tir sur Eric. Il semblait pourtant particulièrement en forme dans le tour précédent. C'est lui qui est mené et qui n'a pas demandé de relais. Ouais, après c'est peut-être qu'ils sont dans le même groupe et qu'ils se sont juste replacés dans ce groupe. On va voir où est-ce que ça donne pour Fabien. C'est Johannes Dahl désormais qui prend les commandes devant Johannes Kuhn. Michel Krajmar, Bénédicte Doll poursuivre. Et toujours le cavalier seul actuellement en tête de Christiansen qui n'a pas encore suffisamment d'avance pour avoir une balle de marge sur ses adversaires. J'ai même l'impression qu'ils sont en train de lui reprendre un peu de temps là au fur et à mesure. Biathlètes ont réussi le 10 sur 10, exactement le même nombre que chez les filles tout à l'heure. 10 d'entre eux sont aux avant-postes là dans le groupe convoi. Et puis il y a également Patrick Braunhofer, l'Italien qui y est parvenu. L'Italien avec son dossard 30 qui est le dernier qualifié pour cette Mastart, qui a 24 ans dispute la première Mastart de sa carrière, tout comme Eric Perrault. Ils sont à 8 secondes et Ponsiluoma a l'air particulièrement fort là sur la piste. Alors bien sûr il va falloir qu'il aille chercher des bons tirs, sinon ça suffira pas. Ça passe à 30 secondes pour Eric à l'instant. C'est bien, il a réussi à revenir dans les skis de Jacomel. Alors Christiansen a essayé de se donner de la marge, il n'aura pas réussi. Il va donc arriver avec seulement un écart, une avance de moins de 10 secondes sur ses adversaires. Et on le sait, Vetle Christiansen, c'est sur ce tir debout qu'il est peut-être le plus friable. Alors c'est vraiment plus le cas depuis le retour des championnats du monde, mais on s'en souvient avant, Siegfried Mazet avait même confié en première partie de saison à Tanguy Kéros et Pierre Esquer qu'il avait peut-être des difficultés sur ce tir debout. Ces stats s'en ressentent, hein, 91% de réussite sur le coucher, 79% sur le debout, mais depuis quand même il montre qu'il peut être solide sur son exercice. Sur cet exercice, on se souvient notamment de son dab à l'issue d'un tir debout, que voici le premier des deux à suivre dans cette Mastart. Parfaitement maîtrisé, il va pouvoir ressortir. En plus, Martin Ponsiluoma, lui, se met des bâtons dans les roues. Est-ce qu'on va assister encore à un cavalier seul de Vetle Christiansen? De la Norvège, parce qu'ils vont être peut-être 3 en tête, ça va être le cas. Johannes Dahl va pouvoir le rejoindre. Krajmar, Kuhn ont également réussi le plein. En revanche, il y a des erreurs pour les autres Allemands, tout comme Riss et Navrat. Alors qu'Eric Perrault réalise le plein sur ce premier debout. Allez, il y aura des choses à jouer là pour Eric sur le tout dernier tir. Parfait de réussir celui-ci. Ils sont beaucoup à tourner. Il va en récupérer quelques-uns à la sortie du pas de tir peut-être. Ça va être en plus des noms très intéressants pour se mettre dans les skis. Allez, attention, ça s'accroche là avec Strelov qui a failli se faire emmener au tapis. Mais c'est bien là, Eric. Une belle Mastart pour lui. C'est sa première en carrière. Alors qu'on voit que Christiansen est en train de gérer sa course un petit peu à l'image de ce qu'a fait Julia tout à l'heure. Cavalier seul, ça gère. On se rappelle de ce qui s'est passé. Julia a raté la toute dernière balle. Elle a vu à ce moment-là revenir Lou et Dorothée Avireur. Lui, il va continuer d'avoir la pression. 8 secondes d'avance sur Sturla Laegrid. 13 secondes,1 d'avance sur Johannes Kuhn. 13 secondes,4 sur Johannes Dahl. 14 secondes sur Krajmar. Voilà le groupe des 5 qui va jouer la victoire. Et ensuite on verra pour ceux qui sont à 30 secondes s'il reste quelque chose. Et ceux qui sont à 30 secondes, c'est Strelov, Eric Perrault, Philippe Andersen, Stadler, Simon Eder et Rastor Rouilleff.
Fabien Claude, après 2 erreurs en 21e position à 1 minute 19, moins d'1 minute de retard, mais 53 secondes quand même déjà pour Martin Bonsiluoma. Lui aussi est allé tourner à 2 reprises sur cet anneau de pénalité après ce premier debout. Ouais, ça fait beaucoup là, il est déjà à 3 tours depuis le début de la course, même s'il était plus fort en ski. A priori ça suffira pas pour aller jouer le podium sur cette course, puisque devant ils sont partis sans lui et les écarts sont quand même importants. Alors il est en train de refaire l'effort, la Christiansen actuellement. Il s'était fait rattraper tout à l'heure sur la deuxième partie du tour. Et là j'ai l'impression qu'il a repris 5-6 secondes de marge sur ceux qu'on voit arriver maintenant. C'est pas mal là, sa stratégie de faire l'effort dans des endroits où il y a de la forêt, des virages, parce qu'en fait les autres quand ils sortent ils le voient plus, donc ils se disent bon bah ça sert à rien d'essayer de le rattraper, il est tellement loin qu'on n'y arrivera pas. 2 Norvégiens, un Tchèque, un Allemand, mais il n'y a que 2 places pour accompagner Vetle Christiansen sur le podium de cette Mastart. Peut-être vers un nouveau triplé norvégien sur les 2 Mastart en Coupe du Monde cette saison. J'exclus celle des championnats du monde. À chaque fois, on a vu un triplé norvégien. On en a vu trop cette saison, 6 au total. Et pour l'instant, il est encore possible avec Johannes Dahle et Vetle Christiansen, tout comme sur la Leigrid. Ils sont dans ce groupe-là, sur la Leigrid et Johannes Dahle. Et nous, on va s'intéresser au groupe de poursuivants, le groupe après, parce que Eric Perrault il est à une quinzaine de secondes, pardon, à 17 secondes environ à la sortie du pâtir. En tout cas c'était le cas de ce groupe là. On va avoir l'intermédiaire qui va nous donner d'autres indications, des indications mises à jour en tout cas pour voir le retard d'Eric Perrault. Il sera peut-être un petit peu plus loin que tout à l'heure parce qu'il est en train de skier avec Strelov, Andersen, Stadu, Eder et Rastorgouyev qui sont quand même moins forts sur les skis que ceux qu'on voit. Mais pourquoi pas voir Eric faire des étincelles. En tout cas c'est lui là-bas qui a l'air de mener son groupe. Il est décalé sur le côté droit de ce qu'on est en train de regarder. Lui il est sur la gauche de la piste. Et là il fait l'effort pour essayer de rester dans une zone raisonnable et aller jouer pourquoi pas un nouveau top 5. Alors ils ont perdu forcément un peu de temps, non peut-être pas, ils étaient à 30 secondes, 28 secondes, c'est bien, Eric là qui fait un bel effort actuellement. Et donc à 18 secondes du podium, on a envie d'y croire parce que bien sûr le top 5 avec Johannes Kuhn à 10 secondes, c'est le groupe qui joue le podium et Eric Perrault peut y croire après la toute première cérémonie des fleurs de sa carrière, cette 6e place sur l'individuel jeudi. On a envie de croire au premier podium individuel pour Eric Perrault. Martin Bonsiluoma lui a trop fait d'erreurs sur le pas de tir, mais il est en train de s'employer pour essayer de grappiller un maximum de places et peut-être pourquoi pas d'espérer remonter, d'espérer quelque chose. C'est complètement dingue ce qu'est en train de faire Eric Perrault actuellement. C'est vrai que je l'ai beaucoup dit cette semaine, mais je vais le redire vu que c'est en même temps ça mérite de faire le comparatif. Il est junior, il devrait être au championnat du monde junior. En tout cas ceux qui ont son âge sont actuellement au championnat du monde junior. 21 ans. Il a 21 ans. Et il est déjà capable là de rivaliser sur les skis. Je suis en train de regarder les temps de ski au tour. Il a le 8e temps de ski du 2e tour. Il a le 4e temps de ski du 3e tour, Eric. Il faut vraiment prendre ça en compte. Là, bien sûr, on rêve de le voir sur le podium parce qu'on soutient la France. Mais quoi qu'il arrive, là, il est en train d'apprendre. On disait tout à l'heure avec Marie sur le plateau qu'il fallait beaucoup d'années entre les années juniors et les années seniors pour vraiment s'installer sur la Coupe du Monde. Là, on sent qu'on a quand même quelqu'un d'exceptionnel. Alors on verra si ça tient. Il reste un dernier tir. Il y a moyen de faire plaisir, peut-être revenir sur cela. Ils vont jouer le podium, en tout cas les 5 qui sont déjà passés sur l'intermédiaire. Michael Krachmar confirme encore une fois ce qu'on a vu hier. Ceux qui étaient rapides sur le relais, c'était la même chose pour les filles, le sont encore aujourd'hui. Et c'est Krachmar qui pour l'instant se place 2e pour essayer de revenir sur Christiansen et lui mettre la pression avant le dernier tir. Et ils vont tous jouer le 20 sur 20, ceux-là, avec les Christiansen sur la Leigrid, Johannes Kuhn, Johannes Dahle et Michael Krachmar. Le 19 sur 20, ça va être dans le viseur d'Eric Perrault qui est dans le groupe suivant. Allez, à 19 ça peut le jouer clairement ce top 5 aujourd'hui. Il y en a 5 qui vont jouer le 20 sur 20 déjà. Eric est le premier de ceux qui ont raté une balle aujourd'hui.
qui s'avancera en 6e ou 7e position. Et donc tout cela, là, tout ce qu'on voit, eux, ils jouent le 20 sur 20. Le 20 sur 20 et par la même occasion la victoire, parce que vous pouvez le constater au moment où il entre sur ce pas de tir, Vetle Christiansen n'a pas de balle de marge. En cas d'erreur, ce sera plus de 20 secondes perdues sur l'anneau de pénalité et donc l'occasion pour le groupe derrière de lui repasser devant et de lui prendre la première place qu'il occupe depuis le début de cette course. Et il ne tremble pas, c'est le meilleur qui va gagner aujourd'hui, c'est le plus fort en tout cas. Vetle Christiansen pour aller chercher la victoire. Allez, et il y a des erreurs derrière. L'occasion pour Eric Perrault d'aller chercher ce podium. 2 tours pour l'Aigri, 2 tours pour Kuhn, 1 tour pour Krachmar et pour Dalleux. Allez Eric, il faut aller chercher le 5 sur 5 et ça peut faire podium à la fin de cette course. Ils vont tous sur l'anneau de pénalité. Stadler va réussir à le faire, il va ressortir devant pour aller jouer le podium. Oui, Eric avec, c'est exceptionnel. C'est la sensation Östersund. Eric Perrault, le meilleur tricolore, va pouvoir jouer le premier podium de sa carrière sur la première Masters de sa carrière. Il va ressortir avec le Suisse Stadler. Attention parce que ça sort également de cet anneau de pénalité pour Johannes Dalleux. Ouais, on peut encore avoir un triplé norvégien avec, vous le voyez, 2 furieux qui sont là, Johannes Dalleux, Andersen. Alors ils vont être 5 pour jouer les 2 dernières places qui restent sur le podium, puisque la victoire elle est acquise au seul qui a réussi à faire un 20 sur 20 aujourd'hui. Christiansen a maîtrisé à tous les niveaux cette course. Il était le plus fort sur les skis, le plus fort sur le pas de tir en patron. Il va aller la gagner celle-là, exceptionnelle. Il nous faut oublier Johannes Bö. Aujourd'hui Christiansen, quelle course. Et puis derrière, donc on aura Stadler, Eric Perrault, Johannes Dalleux, Andersen et Krachmar pour jouer le podium. On en redoute 2, Johannes Dalleux et Michael Krachmar qui sont particulièrement rapides sur les skis en ce moment. Mais Michael Krachmar, il est derrière, donc avec son dossard 10. On voit également Andersen. Ils vont essayer de faire la jonction. Bien sûr, c'est quoi la stratégie là adoptée pour Eric Perrault? Alexis, on le voit pour l'instant, il est à l'abri, il est derrière Stadler et devant Johannes Dalleux. Il faut garder cette position un maximum de temps. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Il est plus jeune que tous ceux qui sont autour de lui. Donc en fait... Là, lui, il sait pas encore complètement de quoi il est capable et peut-être qu'il va se surprendre, peut-être qu'il se dit qu'il est cuit, qu'il peut pas les tenir. Il joue un podium pour la première fois de sa vie sur une Coupe du Monde. On sait pas de quoi il est capable et il va très certainement analyser ceux qui sont à côté de lui. Il sait les garçons qu'il faut suivre. Il faut suivre Johannes Dalleux, voilà, qui passe. Il faut s'accrocher à lui le plus longtemps possible. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave. Ça ira faire une 6e ou une 7e place qui sera quoi qu'il arrive exceptionnel. Et là, il est en train de nous faire plaisir, Eric. Et c'est vraiment dans un tour comme ça qu'on peut se rendre compte de quoi il est capable. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Il arrive à tenir alors que Stadler n'arrive pas à tenir. Krachmar n'arrive pas à rentrer. Allez Eric, être bien vigilant dans les descentes. On va justement aborder dans une descente et ça semble pour l'instant partir du bon côté pour le podium. Ils ont fait le break, ils semblent avoir fait le break. Alors Andersen, lui, il semble ne pas pouvoir suivre. Déjà, on le voyait tout à l'heure. Michael Krachmar, il est toujours en difficulté. Également Stadler, qui était devant dans ce trio avec Johannes Dalleux et Eric Perrault, lui aussi semble avoir abandonné. Est-ce qu'il va profiter toutefois de l'aspiration pour essayer de revenir, de la descente, pardon, pour essayer de revenir sur ces deux-là, Johannes Dalleux et Eric Perrault, qui sont en train de s'envoler. Et ça fait les affaires de l'équipe de France pour aller chercher le podium. Allez, Stadler, il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Ils sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir. Fort, ça Eric. va pas être fait. Il est fort. Il a l'air bien, Eric. Vraiment, il a l'air bien sur cette course. Il va aller chercher ce podium. Ça semble partir vraiment dans la bonne direction. Ah les gars, il faut s'accrocher. Les mecs derrière lui, ils ont 25, 27. Et lui, avec ses 21 ans, il va se battre comme il peut, mais la fougue de la jeunesse parfois vous fait faire des choses exceptionnelles. Pour l'instant, ça tient les bons skis. C'est vraiment les skis de Johannes Dalleux qu'il faut tenir. Ne pas se poser de questions. Krachmar est en train de s'arracher. Il peut revenir derrière, mais là, il s'emploie. Hein. Tout ce qu'il est en train de mettre maintenant, il ne pourra pas le mettre tout à l'heure. Un Français est en train de nous faire vibrer sur cette fin de course à 17h50 après le biathlon. On espère qu'une Française également nous fera vibrer. Chloé Trespeuch qu'on va suivre dans la station, l'équipe en snowboard cross du freeride également au rendez-vous avec cette station qui ouvre à 17h50 avec France Pierron. Pour l'instant, on reste sur le biathlon avec la victoire promise avec les Christiansen et le podium promis, lui, à Eric Perrault. Toujours concentré, toujours dans les skis de Johannes Dalleux. Il est en train de le faire, il est en train de le tenir. Ça va le faire, ça va le faire. On est en haut de la plus grosse montée. Après, derrière, on gère la descente. On se met dans les skis
de Johannes Dalle. Et finalement, que ce soit une deuxième ou une troisième place, ça ne changera rien. Ce sera avant tout le premier podium pour Eric. Allez, il va rester rien du tout. On vient de passer les 13,5 km. Regardez les écarts. Ils sont pas là, ils ne sont pas arrivés sur l'image. Vous avez vu ce plan de caméra et on voyait pas Michel Krajmarov. Ça y est, il va aller le chercher, ce premier podium en carrière. Eric Perrault a 21 ans seulement. On a vu dans l'avant-course la journée passée par Tanguy Kérois et Pierre Escar aux côtés d'Eric Perrault. On a vu toute la maturité de ce jeune garçon qui va donc aller le faire aujourd'hui, ce 12 mars 2023. Et peut-être même la deuxième place, qu'il a l'air bien là. Il se met à côté de Johannes Dalle. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Voilà, on vous parle de ses capacités, de son potentiel depuis longtemps. Bah là, sur cette semaine, ça explose au grand jour. Bien rester dans les skis, ne pas faire d'erreur, éviter de faire l'erreur vraiment bête pour voir les deux autres venir, parce que pour l'instant le plus dur a été fait. Et ensuite on verra au sprint s'il y a moyen de passer devant Johannes Dalle. C'est bon Eric, t'as vu qu'il y avait de la marge. On gère bien ce virage. Derrière, ça remonte une dernière fois avant de redescendre enfin en direction du stade. Vetle Christiansen, lui vraiment, il a assuré, il a capitalisé. Quelle stratégie! Il a été le plus fort tout simplement, c'est le seul à 20 sur 20, vous l'avez dit Alexis. Eric Perrault lui est à 19 sur 20. Vetle Christiansen, il va pouvoir se rendre compte de l'écart qu'il a avec les deux autres, avec Johannes Dalle et avec Eric Perrault. Il est en train de passer deuxième. Allez Eric, il est en train de passer deuxième. Il donne tout, alors ça va pas être facile parce que Johannes Dalle est à l'intérieur. Allez, il faut faire une relance pour s'assurer au moins le podium quoi qu'il arrive. Ce sera trop juste pour Michel Krajmarov qui a tout donné, il a essayé de revenir. Mais ça rentrera pas, on va l'avoir ce podium. Ils sont tous à 19 sur 20 là, ceux qui sont en train de se battre pour la deuxième et la troisième place. Christiansen à 20, Johannes Dalle à 19, Eric à 19, Krajmarov à 19, Stadler à 19, Andersen et Benedikt Doll à 19. Ça montre à quel point il est fort sur les skis. Quelle envie de la part d'Eric Perrault, quelle envie pour aller chercher Johannes Dalle qui est en train de s'échapper. Mais il va assurer cette troisième place. Ça va être un podium en plus accompagné de deux grands noms. Celui de Vetle Christiansen, bien sûr, qui jette un petit coup d'œil derrière. La première victoire cette saison pour Vetle Christiansen. Et bien, Johannes Dalle va pouvoir l'accompagner. Et nous, on va pouvoir célébrer Eric Perrault qui pointe son doigt vers ce drapeau tricolore. Bravo Eric, le premier podium, il le tient, ça y est, il l'a. Eric Perrault est troisième d'une mass start. Exceptionnel Eric, bravo, c'est génial d'avoir pu vivre cette course, c'est génial de le voir réussir à faire un podium dès cette saison. Quelle semaine, il en restera encore une à Oslo. C'est l'aboutissement de tout ce qu'on savait qu'il était capable de faire, il l'a concrétisé aujourd'hui. Bravo Eric qui rentre dans la cour des grands avec ce premier podium individuel. Sur sa toute première mass start, c'est la toute première fois qu'il était confronté à ce genre de course qui, on le sait, on le répète souvent, qui a ce surnom, la course des rois, qui est la course très certainement la plus impressionnante du circuit. Il arrive à décrocher son premier podium. Quel panache! Quel panache! Ah, c'est génial, et quand vous ferez le bilan des championnats du monde junior, n'oubliez pas de bien rajouter Eric qui n'y était pas sur ces montres junior pour les hommes, pour la France. Il était là à Östersund pour aller chercher son premier podium en Coupe du Monde. Et il termine devant Sturla Lægreid, devant Martin Ponsiluoma qui était pourtant une flèche aujourd'hui. Mais Eric Perrault a été meilleur que cela. Quatrième temps de ski aujourd'hui pour Eric, c'est Ponsiluoma le plus rapide, Johannes Dalle. Le deuxième, bravo à Christiansen pour cette course maîtrisée. Mais vraiment phénoménal, hein, Christiansen, ce qu'il a fait. Et bien sûr, nous, on est tellement heureux là de voir l'éclosion d'un si grand champion. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, devenir un immense champion à Eric. Il nous a prouvé aujourd'hui qu'il avait un énorme potentiel. Fabien lui termine 19e, malheureusement avec trop d'erreurs sur ce pas de tir. Ça fera un 16 sur 20 pour Fab. Fabien Claude dans le top 20, seuls deux Français terminent cette course. On vous le rappelle si vous n'étiez pas avec nous au début de cette course. Antonin Guigona a chuté, il a malheureusement abîmé sa carabine dans sa chute et donc Antonin Guigona n'a pas réussi à tirer avec sa carabine de réserve. Enfin, il a fait 4 erreurs sur un tir et donc il a abandonné cette course. On va bien sûr les écouter, on va avoir cette réaction d'Antonin Guigona, de Fabien Claude, mais surtout la réaction d'Eric Perrault qui va monter sur le podium. Une 3e place aujourd'hui pour Eric, avec Vetle Christiansen qui a jeté un coup d'œil derrière. Qui était dans son rétro? Eh bien, il y avait un Français, il y avait Eric Perrault dans le rétro de Christiansen aujourd'hui.
Et il est tout proche des grands, le Français Éric Perrault, 21 ans, première Mastart et premier podium. C'est un événement majeur pour la suite de sa carrière et il va le porter, ce drapeau français. Image de Pierre Esquer, on va l'accompagner. Réaction micro Tanguy Carroisse, le podium qu'on va vivre, le débrief complet. On est fou de joie pour Éric Perrault. Quelle démonstration, quel talent. Si jeune, le voici déjà grand, Éric Perrault. On l'accompagne juste après une courte pause jusqu'à la station qui ouvrira à 17h50. À tout de suite. On est fou de joie grâce à ce petit bonhomme, 21 ans, Éric Perrault, première Mastart de sa carrière et premier podium avec les Norvégiens. Merci Éric Perrault, il nous empêche de vivre un nouveau triplé norvégien et surtout il commence à écrire une histoire qu'on lui promet si belle. Éric Perrault qui va donc vivre ce premier podium en carrière. On l'attend sur le podium, on l'attend au micro de Tanguy Carroisse également dans quelques instants. Il nous a mis dans un état avec Alexis, Anne-Sophie. Franchement, quelle belle émotion pour Éric Perrault, magnifique. Hein, Alexis, vous l'attendiez depuis un moment, celle-là? Je l'attendais pas, c'est surtout que je savais qu'il était capable de le faire. Vous attendiez de vivre un tel moment pour lui. Ah mais ouais, mais là c'est une des plus belles émotions de course que j'ai ressenties depuis un moment, parce que bien sûr on vit plein de belles choses, mais là c'est intense, parce que c'est aussi l'éclosion de quelqu'un qui peut devenir très grand. Alors on sait jamais, une carrière c'est long, il peut y avoir des hauts, des bas, c'est jamais facile, c'est jamais joué d'avance. Mais Éric, on le voit venir depuis un petit moment, on connaît son potentiel et là, ce qu'il fait aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que pendant tout l'été, il a eu des temps de passage face aux autres de l'équipe de France en termes de capacité physique. On fait régulièrement des petits tests, des chronos, ce genre de choses. Il était bon, il était quasiment au même niveau que les autres de l'équipe, très souvent. Et sur ce début de saison, ça s'était pas forcément vu parce que Éric, il a moins l'habitude d'une saison complète en Coupe du Monde. Il a des choses à digérer, enfin voilà, l'enchaînement des courses est très important et quand on est jeune, c'est pas toujours évident. Mais là, aujourd'hui, on vient de voir son vrai niveau. C'est ce que je disais, le mec, il est junior. Il a le 4e temps de ski sur une Mastart. Incroyable. Pendant que les autres, ils sont en train de gagner et de peut-être ajouter des médailles sur l'armoire qu'il nous montrait tout à l'heure, où il en avait finalement pas beaucoup, parce que s'il avait participé à chaque édition des mondiaux juniors, il en aurait beaucoup plus. Mais il est là, sur le podium d'une Coupe du Monde. C'est symbolique, Alexis. Hein. Au moment où les championnats du monde juniors ont lieu, lui, il est sur la Mastart et il décroche son podium. On va comparer un petit peu avec les temps de passage d'autres grands biathlètes, mais c'est prodigieux. Et c'est pour ça que si vous débarquez, vous dites, mais pourquoi ils sont dans cet état-là? C'est parce qu'on est en train de vivre un très grand moment de biathlon grâce à Éric Perrault, Alexis. Puis, ce qui est bien avec Éric, c'est qu'on sait qu'il a encore beaucoup de points de progression. C'est pas un biathlète qui a été surentraîné jeune et qui arrive à maturité tôt. C'est vraiment un biathlète qui est en plein développement et qui a encore de belles marges de progression. Notamment quand on le voit, Éric c'est quelqu'un qui est grand, qui a grandi assez vite et qui est élancé, donc qui est encore plutôt fin. Il est même frêle. Voilà, il est fin physiquement si on le compare à Christiansen, par exemple, qui est très costaud. Alors il sera certainement jamais aussi costaud que Christiansen et il n'y a pas besoin de ça en biathlon. Mais par contre, rien que de s'étoffer un petit peu, ça va lui permettre sur les plats notamment d'appuyer beaucoup plus fort. Et donc c'est génial de se dire que Éric a encore une belle marge de progression. Et malgré ça, il est quand même capable de faire des choses énormes comme ce qu'il a fait aujourd'hui. Et comme ce qu'il a fait avant-hier. Non, avant-avant-hier. Et comme ce qu'il a fait hier. Il a fait un super relais. Il a fait un super relais hier. Et il a fait un superbe individuel, un 20 km, en allant chercher une 5e place. Et c'est aussi pas anodin que Éric fasse des résultats sur des courses aussi longues. Normalement, quand on est à cet âge-là, on subit les 20 km, on subit les 15 km. Aujourd'hui, c'est un 15 km. On est plutôt performant au début quand on est jeune sur des formats plus courts, des 10 km du sprint ou 12 km. Là, d'être capable de tenir sur la distance, ça montre quand même qu'il est costaud et c'est génial, quoi. Très heureux qu'il ait réussi à faire ça aujourd'hui. C'est beau ce qu'il nous a offert aujourd'hui, Éric Perrault. On l'attend au micro de Tanguy. Il va assister à la cérémonie des fleurs, à ce podium. On est en train de se mettre en place. Vous voyez la réalisation internationale qui est sur les Norvégiens pour l'instant, avec la victoire de Christiansen devant Dalleux. Mais Éric Perrault va très vite apparaître à l'écran. On l'aura au micro de Tanguy dans la foulée, mais c'est un grand moment du biathlon français. On le voit, on l'aperçoit, il est en train d'être félicité. C'est par Patrick Favre, il le sait, Patrick Favre, qu'il a réussi quelque chose de grand aujourd'hui, Éric Perrault, avec ce 19 sur 20 et ce premier podium sur une Mastart. Parce qu'il faut raconter ce qu'est une Mastart, Alexis. Pourquoi est-ce qu'on est si heureux? C'est la course des rois, mais parce qu'il y a des raisons à ça. Parce que c'est une course qui est difficile, il y a les meilleurs au départ. On peut être impressionné quand on vit sa première Mastart. Oui, on peut être impressionné. Après, je pense que Éric, lui, il fait fi de tout ça. C'est pas le genre de biathlète, de mec qui va se laisser trop influencer par tout ça. Il a envie de gagner.
Et des fois, on pouvait se dire, il a peut-être trop envie d'aller trop vite. Mais en fait, il montre qu'il a raison de croire en lui. Et moi, je les vois, ceux qui sont autour de moi dans le biathlon, qui ne se sont jamais posé trop de questions, c'est Martin, c'est Johannes. Ils n'ont pas eu peur de gagner très jeunes. Et on voit où ça les a menés. Donc si Eric a de l'envie et qu'il croit en lui, qu'il le fasse. En tout cas, aujourd'hui, ça a super bien marché, donc il a raison de le faire. On va en profiter, on s'en souviendra longtemps de la première cérémonie podium pour Eric Perrault en carrière et on lui en souhaite beaucoup d'autres. Il est parti pour ça, Eric Perrault. On comparera, Anne-Sophie, vous étiez déjà dessus avec le premier podium en Mastart pour un certain Martin Fourcade. Mais... On les a beaucoup comparés. Hein. On les a beaucoup comparés tous les deux. Ah, Eric Perrault, c'est le nouveau Martin Fourcade. J'imite un peu parce que ça nous a parfois amusés, mais on a quelques points de comparaison qui vont nous permettre de tirer le fil de cette énorme perf d'Eric. Östersund réussit bien à l'équipe de France. Une nouvelle ligne à son palmarès, donc en ce 12 mars 2023, 34e course en Coupe du Monde, relais compris. 29e course individuelle pour Eric Perrault. Mastart et tout premier podium avec cette 3e place aujourd'hui. Et on les entendait beaucoup, Eric Perrault et Antonin Guigona, parler de cette course, de cette semaine très particulière avec des biathlètes bien sûr absents, dont les deux frères Beu. Mais aujourd'hui, c'est un vrai grand podium pour Eric Perrault parce que Johannes Dalle, il en a déjà gagné une de Mastart cette saison à Annecy-le-Grand-Bornand et il y avait les frères Beu ce jour-là. Et pourtant, il s'était imposé. Johannes Dalle, donc, qui vient chercher le 2e podium cette saison après cette victoire sur la Mastart. Ça faisait plus de bruit pour Eric Perrault que pour Johannes Dalle dans le public. Johannes Dalle, il a 25 ans. Eric Perrault, il en a 21. J'ai l'impression que Johannes Dalle l'a félicité en norvégien en plus. Il me semble. Eh oui. On va pas le dire trop fort. Franco-norvégien. Ça vous a pas plu. C'est pas un triplé norvégien, c'est bien un doublé. Non. Eric Perrault, 21 ans, Vetle Christiansen, il en a 30 et il vient chercher la 4e victoire de sa carrière et surtout la première victoire de cette saison. Il a tellement tourné autour, déjà 2e d'une Mastart du côté de Ruhpolding. Au total cette saison, il a 5 podiums, 3 2e places, 2 3e places et jamais cette victoire vraiment qui lui échappait, qui lui filait entre les doigts, qui semblait à chaque fois si proche. Cette fois, il la tient. Le joyeux luron peut-être de cette équipe de Norvège parce qu'on le sait, il s'amuse beaucoup avec les frères Beu notamment, on se souvient de ses mains de Hulk. Et bien aujourd'hui c'était lui le super-héros, c'était lui le plus fort, le meilleur, ça ne souffre d'aucune contestation, c'est le seul à 20 sur 20 et clairement sur la piste il a mis tout le monde d'accord. Victoire donc aujourd'hui norvégienne pour Vetle Christiansen. Le roi par intérim, on lui donne ce statut aujourd'hui à Vetle Christiansen. Eric Perrault se souviendra qu'il était à côté de Christiansen et de Dalle pour son tout premier podium en carrière sur une Mastart. La suite de la cérémonie des fleurs et Eric filera ensuite retrouver Tanguy pour recueillir sa première réaction en cette journée si spéciale pour lui. Alors honnêtement, je me souviens même pas qui est dans la cérémonie des fleurs. Alors, je me suis arrêté Eric Perrault. On trouve Michal Krachmar qui nous a fait peur. On s'est dit Michal Krachmar, il va revenir sur ce groupe. Michal Krachmar, il signe une de ses plus belles performances cette saison. Il avait déjà participé à une cérémonie des fleurs, 6e sur un sprint à Annecy-le-Grand-Bornand. Mais c'est vrai qu'on est content de le voir à ce niveau quand on voit le très beau relais qu'il a fait hier. Sébastien Stalder, c'est sa meilleure perf en carrière, décidément. On l'a vu tout à l'heure avec Caroline Colombo qui avait accroché le premier top 5 de sa carrière. C'est également le cas pour le Suisse Sébastien Stalder. Et puis regardez les dossards élevés. Eric Perrault, Alexander Andersen, tous les deux faisaient partie des 5 meilleurs de la semaine et non pas des 25 premiers du général. Et tous les deux
participe à cette cérémonie des fleurs. Meilleure perf en carrière également pour Alexander Andersen qui n'avait pas fait mieux jusque-là qu'une 8e place. Après la cérémonie des fleurs, dont on espérait pas autant du côté des filles, on a été gâtés avec les filles, 3 Françaises dans la cérémonie des fleurs et la cérémonie des fleurs des hommes avec le podium pour Éric Perrault pour un magnifique dimanche de biathlon. Éric, il va prendre la direction de Tanguy pour avoir sa première réaction, mais on va aller voir Tanguy, nous. Tanguy, c'est une journée spéciale, même pour vous, j'imagine. Vous qui l'avez suivi en préparation, qui connaissez très bien son histoire. C'est un moment extrêmement émouvant qu'on partage ensemble. Oui, et puis on en parlera sûrement avec Éric dans quelques minutes, mais il a déjà une relation particulière avec ce site où il a découvert la Coupe du Monde, où ça avait une petite claque à la sortie d'un pas de tir où il était pas satisfait de son tir, où il avait déjà montré dès le début en arrivant sur la Coupe du Monde tout le caractère qu'il avait, et c'est sûr que on le voit venir quand même depuis un petit moment, donc ça fait plaisir de voir que aussi toutes ses ambitions de la saison, plusieurs fois après des courses, il nous a dit ok, je suis 35e, mais prochaine fois que je mets le dossard, je le mets pour gagner. C'est ça aussi Éric Perrault, c'est de l'ambition, des objectifs très élevés, et on voit que quand on se fixe pas de limite, on arrive à atteindre peut-être plus rapidement que d'autres les sommets. On comparera encore une fois avec Anne-Sophie dans quelques instants pour situer les standards d'Éric Perrault, pour situer la performance d'Éric Perrault. Mais Antonin Guigona, qui malheureusement a cassé sa carabine tout à l'heure, il a abandonné cette mass start. Il s'est présenté à votre micro, ce sera juste après. Sur la light grade, on va l'écouter un peu plus tard. Sur la light grade, on va écouter Antonin Guigona parce qu'on avait hâte d'avoir son explication. Et puis, Tanguy, il s'est également exprimé au sujet d'Éric Perrault, le grand bonhomme du jour du côté de l'équipe de France. Antonin Guigona, avec vous Tanguy. Bon Antonin, racontez-nous, à longueur d'année, on dit que vous êtes le meilleur descendeur du circuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs éléments de karma qui me sont tombés dessus. Déjà, l'interview qu'on a fait avec Eric où on disait tous les deux qu'on était très bons en descente, j'ai été rattrapé. Autre chose, quand j'ai fait le premier tour de piste avec Oscar, quand on est arrivé ici, il me dit « Ah, c'est ce virage où il y a souvent des chutes ?» Je lui dis « Non, celui-là, c'est ceux qui tombent là, ils sont nuls, clairement. » Donc voilà, je suis tombé dans ce virage-là. Dossard 13. Et voilà, c'est comme ça. Première fois de ma vie que j'ai besoin d'utiliser la cara de réserve. Si bien que j'avais même pas capté là que c'était. En fait, la cara de réserve, on la règle de temps en temps, une fois par période. Et il y a écrit combien de clics on doit faire pour qu'elle soit réglée à peu près à notre vue, on va dire. Et en fait, j'ai pas capté que je devais faire ça. C'est pourtant bien écrit dessus. Ouais, c'est écrit dessus, mais je me suis dit peut-être c'est Patrick qui le fait avant de donner la cara aux officiels, mais en fait il a plus accès lui à cette carabine de réserve après le départ de la course. C'est le virage Quentin Fillon-Maillet, c'est là qu'il avait cassé également sa carabine. Je me souviens pas. L'année dernière, enfin bref. Comment elle va la carabine? Vous avez pu la checker? C'est pour ça que je suis vraiment dégoûté, c'est parce que elle est pétée en deux en bas là au niveau de la plaque d'épaule, et j'espère qu'on va pouvoir faire une petite réparation pour qu'elle soit utilisable la semaine prochaine. Ça c'est au rayon des déceptions, au rayon des satisfactions pour l'équipe de France. Il y a ce podium d'Éric Perrault, 21 ans. Ouais, c'est exceptionnel. Il faut savoir que ce matin il y avait la poursuite des championnats du monde junior au Kazakhstan, et Eric il devrait être là-bas en fait normalement. Et il avait déjà été exceptionnel l'année dernière en venant chercher une 8e place. Il a été très fort il y a quelques jours pour venir chercher ses premières fleurs, et en fait il n'a pas le temps ce jeune homme-là. Et premier podium sur sa première mass start de sa carrière. Moi je commence un peu à le connaître avec ses ambitions et tout, et il y a des moments voilà, quand il loupe la poursuite à Orpheus et au Grand Bornand, on se dit il apprend, mais en fait il apprend vite. Oui, c'est assez étonnant parfois en milieu de saison quand il vient de faire une 35e place et qu'il nous dit non mais moi je prends le départ de la course, c'est pour la gagner, sinon ça sert à rien de mettre un dossard. Je me moque de lui parce que sur tous ses posts Instagram, vous irez checker et vous irez faire augmenter son nombre de followers. Il met toujours le hashtag Road to Victory. Et c'est prétentieux, mais quand on est sportif de haut niveau, qu'on évolue en Coupe du Monde, il faut l'être. Et voilà, prétentieux, c'est pas forcément péjoratif quand on est un gars comme Eric, on a des qualités et qu'on gruge les étapes comme il est en train de le faire. Prétentieux, je sais pas, ambitieux, c'est sûr, mais aussi la tête sur les épaules.
Ouais, c'est sûr qu'il a une grande maturité. Quand on parle un peu philosophie avec Emilien et Eric, il a, pour un jeune homme de 20, il va avoir bientôt 23, c'est ça Bientôt 22. Il est vraiment posé, assez mature et je pense que c'est ce qui fait aussi que malgré toute cette envie, ces ambitions-là, il arrive à rester calme et voilà, c'est sa première mass start, il arrive pour jouer le pod sur le dernier tir et ça bronche pas quoi. Il va pas vous pousser à la retraite quand même? Bah non, parce qu'il est déjà installé depuis 2 ans et il y a 6 places, on a 6 quotas là pour la Coupe du Monde et voilà, il me pousse pas encore sur le 7e, il faut que j'attende encore le prochain jeune pour me sortir. Merci Antonin. Merci à vous, bravo Eric. Bravo Eric, et le témoignage d'Antonin Guigona qui connaît parfaitement Eric Perrault, et c'est vrai qu'il a la même image que vous Alexis, hein. Il y a les poursuites des championnats du monde junior, c'est là qu'il devrait être, et lui il est chez les grands et il va chercher ce podium. Les qualités, c'est essentiel pour un biathlète, cette ambition Alexis dont parle Antonin. Moi, je l'ai vécu. Pour les champions. Moi, je l'ai vécu de plein fouet avec Martin. Martin, quand on a commencé notre carrière, il avait 2 ans de moins que moi et en fait, ça s'est très vite vu. Il n'arrivait pas de la même façon sur la Coupe du Monde. Il est arrivé comme un grand champion que je n'étais pas du tout. Voilà, c'est des gars qui sont hors normes avec ces envies-là. Donc c'est sûr que quand on les voit arriver, on se dit putain, des fois ils en veulent trop ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ouais? Mais en fait, ils ont un projet. Moi, ce qui m'a toujours marqué chez les vrais grands champions qui vont vraiment chercher des résultats différents des autres, ceux qui vont chercher des globes pendant plusieurs années, etc., c'est qu'en fait, ils ont un projet sur le long terme. Souvent, le biathlète ou le sportif de haut niveau, il fait un peu au fur et à mesure, à l'année, en disant voilà, je vais quand même progresser dans ma carrière, mais par contre, tu te mets des objectifs année par année. Alors que certains biathlètes, eux, ou d'autres grands champions, ont des objectifs clairement qui sont 2-3 ans à l'avance. Et ça, j'en avais parlé aux mondiaux avec Ole Einar Bjørndalen, et c'est pour moi, c'est ce qui a fait que Ole Einar Bjørndalen a été un si grand champion. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez Martin, c'est qu'ils ont un temps d'avance dans ce qu'ils veulent aller chercher. Et peut-être qu'on retrouve un peu de ça chez Eric. Eric, je le connais, je le côtoie régulièrement, mais je le connais pas assez bien pour vraiment, pour l'instant, être sûr de voir s'il a cette chose-là lui aussi. Mais globalement, on sent la façon dont il arrive, il se contente pas de faire 20e, alors qu'un junior qui arrive sur la Coupe du Monde pourrait déjà en soi être très satisfait d'être 20e. Bah non, Eric, il veut pas être 20e, il veut être 3e, et puis après il voudra gagner, et ainsi de suite. C'est ça qui est énorme avec lui. L'ambition d'Eric Perrault qui se matérialise aujourd'hui. Avant de l'accueillir au micro de Tanguy, d'ailleurs, il tarde un petit peu, Eric, tellement sollicité après ce premier podium en carrière. On l'attend en direct d'ici quelques instants. On va peut-être revoir son dernier tir, peut-être, Alexis. D'ailleurs, le moment décisif de sa course, pendant qu'on revoit ces images, Alexis. Pour vous, s'il y avait un moment très fort encore dans cette course que vous aimeriez revoir, ce serait lequel? Pour moi, c'est surtout le dernier tour, d'être capable de tenir Johannes Dalle, contrairement aux autres qui sont en train de jouer le podium eux aussi à ce moment-là. Donc là, on le retrouve vraiment sur la partie finale où Johannes qui manque légèrement à Eric encore parce qu'il est un peu plus jeune, mais ça, c'est des choses qu'il va acquérir très rapidement au fur et à mesure des saisons d'entraînement qu'il va enchaîner. Mais c'est cette capacité, surtout dans la longue montée et au moment où ça repart du tir, d'être capable de tenir Johannes, parce que derrière, on a Krachmark qui est pas n'importe qui, on a des biathlètes qui sont assez impressionnants eux aussi, on a Stadler qui est bien en ski, il y a Andersen qui est un Norvégien qui pousse et qui sera peut-être l'avenir du biathlon norvégien. Donc que Eric à ce moment-là soit capable de tenir Johannes Dalle, qui est l'une des références sur l'ensemble de la saison en ski, c'est pas anodin. Et aller chercher le drapeau, c'est pas anodin non plus, Alexis, pour une 3e place. D'ordinaire, c'est plutôt quand on est premier, mais pour lui, c'est une victoire aujourd'hui. Oui, puis là, clairement, tout le circuit du biathlon aujourd'hui est admiratif de la performance d'Eric. On va pas se dire, le mec qui fait 3e, il va prendre le drapeau. Là, on se dit clairement, ce que ce gars vient de faire, ce que ce jeune vient de faire, c'est exceptionnel. Et ça, tout le monde le reconnaît comme ça. Peu importe la nation, tout le monde va être aujourd'hui à se dire, ce que Eric a fait, c'est quelque chose de très grand. Eric est tout proche de Tanguy, il s'en rapproche de plus en plus, Tanguy. Encore, c'est la télé suédoise qui est avec lui.
complètement la télé norvégienne, mais Saoud, ils sont en train de refaire le match avec Johannes Dahl sur les derniers mètres. Eric Perrault qui a fait une performance quand même incroyable dans les derniers mètres, parce qu'il fait face à Dahl qui est un très très fort finisseur, et jusque 100 mètres de la ligne il est encore dans ses skis, donc ils sont en train de se raconter tout ça. Je traduirai pas, hein, mais en norvégien, on est d'accord. Bien sûr qu'il parle en norvégien, Eric, qui arrive à notre micro. Bravo Eric. Salut, merci l'équipe, merci. Super course, jusqu'au bout. Bravo. Qu'est-ce que ça fait de monter sur son premier podium en Coupe du Monde? C'est fou. J'en ai rêvé tellement. Et c'est un peu fou de réaliser quand je suis arrivé sur la ligne, j'ai compté, j'ai regardé Vettel, j'ai vu Johannes, je me suis dit, wow, je suis vraiment 3e, c'est dingue. J'ai regardé le public et j'ai vraiment pris un moment pour profiter, parce que c'est spécial d'en rêver, c'est quelque chose. Je me le répète tous les jours parce que j'en ai vraiment envie, mais quand ça arrive, c'est quand même magique. Vous avez déjà une relation particulière avec ce site, première Coupe du Monde ici. Vous étiez aussi, on s'en souvient, mis 2-3 petites claques quand ça allait pas sur le pas de tir. Aujourd'hui, vous avez mis une claque à pas mal de gens sur la course qui ont fini derrière vous. Ouais, c'est sûr, c'est une course assez folle où j'ai vraiment été focus sur mon ski, sur mon tir. Très peu de pensée, vraiment à l'attaque de A à Z, et j'avais des bonnes sensations. On avait des super skis, hein, faut savoir le dire. Merci l'équipe, parce que vraiment c'était exceptionnel, et voilà, quand tout se passe bien, et ben ça paye, et c'est fantastique. Vous avez le sentiment, vous vous rendez compte que vous êtes en train de passer un cap sur cette dernière partie de saison? En termes de résultats, ouais, clairement. C'est des caps, j'ai l'impression d'en passer tous les jours, que ce soit à l'intérieur de moi ou à l'extérieur, mais de passer réellement le cap au niveau résultat, c'est vraiment satisfaisant, parce que c'est toujours frustrant de ruminer derrière le nombre d'interviews que j'ai fait avec vous. Je disais j'en veux plus. Voilà, de passer un petit cap là-dessus, ça fait vraiment plaisir. Bon, on a fait des interviews aussi où vous étiez 35e, 40e de la course précédente, et vous nous disiez mais moi je mets le dossard pour gagner, même si la victoire elle semble très loin, c'est ça que je veux, donc je me mets dans cet état d'esprit là. Quelles sont vos limites? Limite, ça sert à rien, je m'en mets pas. Bien sûr que sur la piste, des fois le corps il dit que ça va plus, hein. Hier on l'a bien vu dans le dernier tour, mais voilà, je me fixe pas du tout de limite, juste j'ai beaucoup d'ambition, j'ai pas de limite. Après voilà, chaque course est difficile, chaque course va falloir puiser, et des fois ça paye pas, des fois ça paye, donc quand ça paye j'en profite beaucoup. C'est rare quand on est jeune d'affirmer aussi haut et fort ses ambitions. Est-ce que c'est votre côté norvégien, c'est ce caractère norvégien qui ressort? Je sais pas, non, je pense pas que c'est spécifiquement norvégien, c'est ce que j'ai au fond de moi depuis tout petit, c'est mon rêve, et je suis heureux de pouvoir le vivre, et je n'ai pas peur de l'affirmer. Je veux dire, chacun peut montrer son rêve, moi je le montre et j'en ai pas peur. Juste avant la course, on diffusait un reportage sur vous, où votre grand-mère disait, je sais pas si ce qu'il préfère, si c'est détester la défaite ou aimer gagner. Aujourd'hui, vous êtes content d'être sur le podium, ou un peu déçu aussi de ne pas avoir réussi à battre Dahl? Non, aujourd'hui honnêtement je suis très content d'être sur le podium. De voir le podium se dessiner dans le dernier tour, c'est quelque chose d'exceptionnel, et en fait on catégorise tellement les places. Il y a le top 6 des fleurs, il y a le podium, le top 3, il y a la victoire, donc aujourd'hui c'était un peu, au final dans ma tête c'est un peu pareil entre 2 et 3e, donc voilà, j'ai tout donné, mais j'étais tellement heureux de finir 3e, c'était déjà top. Et puis la semaine prochaine il y aura encore 3 courses et vous serez presque à la maison. Presque à la maison, et à une... Lionel il vient nous bousculer, hein, on n'a pas le temps. mais non, la semaine prochaine, ouais, ça sera une partie de maison. En tout cas, il y aura du public norvégien et de ma famille qui sera là, donc j'apprécie toujours courir avec eux, devant eux, donc ça va être un pur plaisir. Et nous aussi on sera là. Merci Eric. Merci à Bravo. vous. Quelle belle histoire, Eric Perrault. Tellement heureux de l'avoir avec nous. On va rester encore quelques instants à l'image avec Eric Perrault, si c'est possible de l'accompagner encore. Mais Alexis, c'est vrai que c'est symbolique. Il décroche son premier podium à Oslo, le pays de sa maman. Oui, exactement. On le répète pour ceux qui le découvrent, qui viennent de nous rejoindre. Effectivement, Eric a la double nationalité. Il a fait ce choix de courir pour la France, mais il est vraiment autant français que norvégien, autant norvégien que français, en tout cas sur les papiers. Un papa français, une maman norvégienne. D'ailleurs, je les salue tous les deux, Franck et Touneux, qui doivent être en train de regarder. Ça va être un sacré moment pour eux quand même. Place. Oui, en plus, ouais, moi j'ai un rapport particulier avec Franck, qui a été l'un de mes formateurs, son père qui m'a formé. J'ai utilisé la carabine de sa maman pendant toute ma carrière.